92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour cette nouvelle émission de 9-2 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et aux Savoyardes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme il y a 2 semaines, je débute l'émission accompagnée de Justine. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, super, très content encore une fois d'animer et de co-animer avec toi. Et oui, parce que notre habituelle autre co-animatrice Laurine, malheureusement, ne peut pas être avec nous ce soir. Et je précise aussi que Driss, notre spécialiste football, nous rejoindra pour sa part dans un second temps. Donc on va commencer juste tous les deux, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça va être bien. Ça va être super, encore une belle émission qui nous attend ce soir. Un beau programme, parce que justement, on va avoir pour commencer une page vélo, et pas avec n'importe quelle discipline, on va parler de snowbike. Pour en parler, on a avec nous Eric Baronne, légende du VTT et détenteur de nombreux records de vitesse hallucinants. On poursuivra également avec un gros sujet voile et avec un projet qui est extrêmement inspirant, un projet de jeunes skippers locaux. Pour en discuter ce soir avec nous, on aura Esteban Grodoni du CNVA qui sera tout à l'heure avec nous. Et on finira cette belle émission, comme d'habitude, avec les chroniques de Justine et de Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives et locales et les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, donc on va commencer, comme je viens de le dire, pour débuter avec du snowbike. C'est la discipline montante côté sport d'hiver. Le week-end dernier, on avait d'ailleurs la deuxième édition des championnats de France de snowbike au Jet. Et pour cela, qui de mieux pour nous en parler qu'Eric Baronne, organisateur de cet événement, et donc un grand nom dans le milieu du VTT de descente. Bonsoir Eric, comment vous allez ? Bonsoir, bien merci. Merci en tout cas, ravi de vous avoir sur cette émission avec nous. C'est un petit peu un honneur quand même parce que je vous découvre assez récemment et rien qu'en allant voir sur internet on peut découvrir que vous avez un passif qui est quand même assez exceptionnel. J'ai fait beaucoup de choses, disons que je ne suis pas de jeune non plus, donc j'ai fait beaucoup de choses. Oui, exactement. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette passion du vélo que vous avez. Dites-moi un petit peu d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a commencé. Moi, je suis un profil atypique en fait. Moi j'ai commencé le VTT, j'avais 34 ans. Il y a 35 ans, je me suis retrouvé en équipe de France et j'ai gagné les championnats d'Europe, championnat du monde de descente en VTT, en catégorie master, donc ça me mettait dans les 10 premiers au scratch. Et puis après, je suis parti faire du VTT où personne ne va faire du vélo, donc c'est sur neige. Et je commençais à faire des records du monde. Donc le premier record a été à 151 km/h en 94. Et puis en 2027, j'ai fini avec 227 et des poussières. Ah ouais, 227,72, autant être précis parce que c'est difficile. Ah oui, voilà. J'imagine que là, pour le coup, vous aviez les instruments de mesure pour mesurer donc, ça. Donc 20 ans de carrière en sport extrême et en parallèle quelques cascades pour le cinéma aussi avec Luc Besson, les films Taxi, entre autres, tout ça quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ça justement. Qu'est-ce qui a fait que justement à 34 ans, d'un coup, vous vous mettez au VTT ? Moi, j'ai toujours été un actif en fait, et moi j'étais préparateur physique, je suis toujours d'ailleurs. Et le VTT m'a plu parce que c'est quand même du pilotage, et le pilotage me plaît depuis très longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas essayer le VTT et puis en fait ça m'a plu tout de suite. Le plus compliqué, c'est à 34 ans, on est déjà plus crédible parce que on fait confiance aux jeunes, ce qui est normal, hein. On mise sur les jeunes, que les jeunes c'est l'avenir. Et moi j'étais en fin de carrière déjà quand j'ai commencé, donc je me suis retrouvé en équipe de France avec des petits jeunes de 18 ans et c'était intéressant, mais j'avais pas la même philosophie. C'est pour ça que je suis parti faire du vélo. Personne ne va faire du vélo, neige et volcan, voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé sur ces terrains-là ? Qu'est-ce qui vous attirait justement avec la neige ? C'est l'aventure qui me plaît, c'est parce que tout n'est pas écrit, et dans une aventure, c'est comme un produit touristique. Si vous achetez un produit touristique pour partir dans un pays lointain, par exemple, et que tout est écrit, il n'y a pas la grande aventure. Donc moi, ce qui est intéressant dans l'aventure, c'est tout ce qui est c'est l'inconnu. Les espaces vierges et tout ça. Dans mon sport extrême, l'inconnu, il est en permanence présent. D'accord. Bon, justement, ces records de vitesse, il y en a un premier que vous réalisez sur neige. En fait, pourquoi les records de vitesse, c'est justement ça qui est... En fait, les records de vitesse sur neige, disons qu'il y a des pistes de ski qui existent, hein. C'est les pistes de ski qu'on utilise. Il y avait les arcs à l'époque, de Savoie, donc il y avait les arcs, il y avait une piste olympique en 92 qui a été créée pour les Jeux Olympiques de 92 en sport de démonstration. Après, il y a eu des records du monde qui ont été faits aux arcs depuis des années. Les arcs ont fermé leur piste en 2012-2013. J'ai fait le dernier record du monde chez eux en 2000, avec 222,22 km/h, qui est resté 16 ans actif. Et après, c'est Vars qui a pris leur relais, en fait, sur une piste de ski qui était impressionnante à Vars.
un peu plus raide et plus courte, mais où j'ai monté les records du monde un peu plus haut quoi, aussi. Voilà. D'accord. Et après, donc, vous me dites que vous êtes parti le faire justement sur un volcan, sur quand même un événement qui est très, très, très connu. J'ai fait 8 volcans, en fait, dans ma carrière sportive. Ah oui, donc plusieurs. J'ai monté, à chaque fois, je partais dans un pays, je montais un film de 26 minutes, je revenais avec un film de 26 minutes, qui était souvent distribué dans les chaînes de télévision. Donc, j'ai fait Hawaï, les volcans les plus actifs de la planète, où j'ai roulé dans la lave, mes roues ont pris feu. Moi, j'étais particulier, c'est très particulier. Comme ça, je l'avais pas vu. Waouh. J'ai fait le premier record à Hawaï sur le toit du Pacifique, c'est où il y a les dômes des astronomes qui scrutent le ciel. Oui, en je fait, vois ça. C'est à Hawaï, c'est à Big Island. Mm-hmm. Et après, j'ai fait des records du monde au Nicaragua. En passant avant par un volcan qui culmine à plus de 4500 mètres, le Nevado de Toluca au Mexique. J'ai fait le mont Fuji au Japon. J'ai fait les îles éoliennes, l'Etna, tous les volcans sur les îles éoliennes, le Stromboli, le Vulcano, Lipari et d'autres. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Ça m'a permis de voyager en même temps et de monter des projets. Donc, j'ai jamais parti en voyage pour partir en voyage, toujours parti en voyage pour réaliser des projets. D'accord. Et donc, justement, comment est-ce qu'on met en place ce genre de projet, de record de vitesse ? Qu'est-ce que dans la pratique vous avez fait comment à chaque fois ? Ah, c'est lourd, c'est des projets lourds à chaque fois. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de battre un record du monde. C'est lourd, il faut une équipe à la fois de logistique, l'aérodynamique aussi. Donc il y a des ingénieurs à minima, une équipe de logistique, une personne à la logistique. Enfin, c'est des projets lourds à monter. On n'est plus dans une activité sportive, on est dans une discipline, disons, c'est de la performance, quoi. Il n'y a pas de concurrence, c'est du freeride. Moi, j'ai quelque part été un des premiers, même voire le premier, à faire du freeride en VTT, donc en 97 sur les volcans. Et ces images n'ont jamais été vues. Justement, c'est l'occasion d'en parler. Ces images vont sortir bientôt. Ça va s'appeler l'Odyssée volcanique. J'ai 8 volcans, donc 8 minutes. Qui va arriver sur ma chaîne YouTube bientôt, et vous verrez des images. C'est sûr, c'est pas ce qu'on voit maintenant avec tout ce que font les jeunes, mais c'est une autre forme d'aventure, et c'était les débuts. En fait. Bah écoutez, je peux que vous conseiller de rester en tout cas actif et alerte sur la chaîne YouTube d'Éric Varron pour cette vidéo-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi quels sont les détails sur lesquels on fait attention, voilà, quand on va taper un record de vitesse en VTT. C'est donc l'aérodynamisme, justement, c'est quoi exactement ? C'est une somme de détails. L'aérodynamisme, c'en est une. Il faut savoir que dans cette discipline qui, je trouve, délicate, il peut m'arriver de m'entraîner, de me préparer pendant 1 an pour faire qu'un run. Et donc les préparations sont longues. Si je résume, en 20 ans de carrière, j'ai 40 minutes d'entraînement. Tout le reste, c'est de la préparation physique, mentale, technique, aérodynamique, tout ça, quoi, en fait. Donc c'est assez particulier. Faut être prêt, c'est pour ça que je vais venir au détail. Si t'as pas la somme des détails réunis, si marque un maillon à la chaîne, faut pas y aller, en fait, quelque part. Donc la somme des détails, jusqu'à la respiration, jusqu'à le gonflage du pneu, jusqu'à la température de la neige, le damage au GPS, c'est une somme de détails qui fera qu'on peut gagner, qui fera donc la différence, en fait. Oui, parce que, comme vous venez de le dire, il y a un vrai risque derrière cette tentative-là. Sur Terre, il y a des risques. Moi, j'ai fait une chute qui a failli me coûter la vie au Nicaragua. J'ai mis 6 ans à me reconstruire. C'était en 2001, en 2002. C'est possible que vous nous racontiez un petit peu, après, si c'est pas trop... Ok, je vais y arriver. Mais sur neige, c'est sûr que la chute, elle est pas dans... Il y a qu'au départ où on peut vraiment se faire mal. Si on tombe au départ, on glisse jusqu'en bas et c'est sur 1 kilomètre. Même si on est protégé contre la brûlure et puis qu'il n'y a rien à buter, ça peut être dangereux, quelque part. Donc le départ et le freinage. Ah oui. Dans le run, si on est prêt, si tout est en place, les ailerons sont en place, si mentalement je me sens bien. Moi, je me sens bien que si mon équipe est à sa place. Chacun à sa place, c'est un peu comme dans une entreprise. Faut que tout le monde soit à sa place. Et si tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Derrière, ça marche, quoi. C'est clair. Okay. Donc pour revenir sur l'accident, c'est un accident quand même sur un prototype. C'était le dernier run de ma carrière. J'avais utilisé pour ce record du monde sur Terre le prototype que j'ai utilisé sur neige en 2000 aux Arcs où j'ai fait 222,22. Donc un vélo, c'est ça ? Voilà, c'est un prototype vélo en carbone, une lame de carbone de 4 cm d'épaisseur avec un pivot de direction où ils n'ont pas fait un renfort quelque part. Et après l'accident, comme j'étais encore en vie, j'ai été vérifier mon vélo de vitesse sur neige où j'ai fait 222 km/h aux Arcs en 2000. Il est fissuré. Donc il a fissuré. J'avais 2 vélos. Et le deuxième, je l'ai pris, je l'ai adapté donc sans savoir qu'il était fragile, qu'il avait une faiblesse. Je l'ai adapté sur une terre où j'ai fait un record du monde à 172,6 61 km/h le 12 mai 2002 au Nicaragua sur le Cerro Negro. Cerro Negro, c'est le volcan le plus jeune d'Amérique centrale. Il a que 150 ans, une poussière de sable hyper belle, c'est hyper agréable. Il n'est pas très long.
Mais par contre, le plus compliqué, c'est qu'on n'est pas sur un damage d'une piste avec une rupture de pente un peu douce, avec un bel arrondi. On est sur une rupture de pente naturelle. Et là, on perd 25 degrés en 3 mètres. Ce qui fait que la résistance du vélo, elle a montré ses limites. D'accord. Et là, j'ai failli laisser ma peau. J'ai mis 6 ans pour me reconstruire. Et 10 ans après, je coach un Autrichien qui voulait battre mon record du monde au Nicaragua. Donc, je l'ai amené au Nicaragua pour battre mon record du monde en vélo de série, pas de vélo profilé. Donc, il a battu un vélo de série à 163 km/h. Je l'ai fait monter à 164. Il a réussi. Mais de l'avoir accompagné et d'avoir monté le vélo à pied sur les volcans, ça m'a donné envie de refaire. Donc, 10 ans après, je suis remonté sur un vélo à 52 ans et j'ai monté des projets jusqu'en 2017 pour 2015. J'ai réussi à battre mon record du monde d'1 km/h. Donc, il avait quand même 16 ans, le record, 15 ans, et j'ai battu que d'1 km/h. Il y avait les conditions météo qui étaient pas bonnes, il y avait plein de paramètres, mais malgré tout, ce record était déjà gros. Et puis après, comme j'étais un peu frustré de faire qu'1 km/h, j'ai monté 2 projets en ayant une vision en 2017, dernier record du monde. En 2016, j'ai fait une première mondiale de nuit. Donc je suis parti de nuit, où je pars de jour, où je suis seul au monde à partir de jour. Je suis parti de nuit sans lumière. Non pas avec un vélo profilé, mais de série, donc j'étais passé par 180, ça allait pas très vite. Malgré tout, l'engagement était puissant. Et ça m'a fait du bien mentalement pour aller chercher après ce record du monde en 2017, qui était mon ultime, en fait. Il manquait quelque chose, il y avait un petit sentiment fallait quand même y retourner un coup. J'ai été au bout des choses. En fait, c'est important, quand tu montes un projet, d'aller au bout des choses. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, justement, ces records de vitesse, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quand même quelque chose de fort ou... C'est fort dans le sens où j'ai appris, comme je suis un autodidacte, je dirige ma petite entreprise, je manage mon équipe, je sais manager des équipes dans des milieux compliqués. La transposition dans l'entreprise avec mes interventions que je fais aujourd'hui pour améliorer donc la performance humaine autour du comportement, de l'ego, montrer que c'est possible, ce qui est impossible pour certains n'est peut-être pas pour vous. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on essaie de véhiculer. Le management d'équipe en milieu compliqué, il est transposable aisément en milieu de l'entreprise. D'accord. Et c'est mon métier aujourd'hui. Mon cœur de métier, c'est d'améliorer la performance humaine, aussi bien dans la manière de penser que dans le physique et le mental. D'accord, ok. Et aujourd'hui, il n'est plus question de remonter sur le vélo, si? Ah, si. Non, disons, les records, non, mais ça me manque. En fait, je pourrais encore, mais disons qu'après, il faut savoir aussi s'arrêter pour repartir sur autre chose. Donc, pour revenir sur la discipline, justement, donc, quand j'ai voulu arrêter en 2017, j'ai fait un événement avec des virages pour chercher mon remplaçant pour la vitesse. D'accord. Et mon idée, c'était en 2017 de l'accompagner pendant 3 ans, l'amener à battre mon record du monde en 2020. Ok. Et puis, en fait, j'ai trouvé trois personnes, mais ils n'ont pas été au bout du projet après parce que c'est clément lourd à monter. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'ADN de la discipline snowbike est né de ça. D'accord. Parce que justement, c'est intéressant. Exactement, on va en parler du snowbike justement, c'est un peu le découlé de la fin de votre carrière et puis la suite logique, j'ai envie de dire. C'est ça. Vous avez monté du coup ce projet. Racontez-nous un petit peu comment cette initiative démarre. Donc, pour le snowbike. Après avoir fait 1 ou 2 événements pour détecter mon remplaçant où j'ai rencontré des personnes intéressantes pour ça, qui avaient le gros potentiel. Je me suis dit, bon sang, j'aimerais pouvoir fermer une piste de ski, de course de ski, parce que la neige est injectée sur les compétitions de ski alpin et c'est important en vélo, avec des clous, voir ce que ça fait. Et j'ai réussi à Val d'Isère en 2016, lors du critérium de la première neige descente d'âme, à fermer le critérium, une partie de la descente. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une belle discipline à créer. C'est du pilotage, un peu style circuit de moto, mais en pente. Ok, je vois. C'est de la balle, ça va aussi vite qu'en ski, c'est des virages à 60-80, des speeds à 110, 120, voire plus s'il y a plus de droite. Et derrière, donc c'est parti comme ça. Et j'ai monté des événements de 2017 à 2020, des événements officieux en fait quelque part. La fédération française de cyclisme commençait à s'y intéresser, donc on y appelait Trophée de France, FFC, Fédération française de cyclisme. Et en 2018, l'UCI, j'ai tétillé l'UCI, donc l'Union cycliste internationale. Il faut savoir que c'est l'équivalent de la FIFA, mais c'est pas dans le football, c'est dans le vélo. Bien sûr. Donc avait approuvé donc la discipline et m'a dit de continuer à développer. C'est ce que j'ai fait. Bah oui, effectivement. Et puis en 2020, le Covid est arrivé. C'est pas facile à vendre en station de ski parce que c'est pas démocratisé. On n'est pas en Chine au début du sport loisir où le VTT, ou qu'ils apprennent le VTT, le ski, ça pourrait le faire, quoi. Donc là, on est bien en France où le ski est la même des stations de ski. Oui. Donc le VTT restera toujours anecdotique, mais il y a moyen de faire des compétitions. Et aujourd'hui, il faut les faire intelligemment, peut-être en mutualisant avec les fédérations françaises de ski, où ils préparent les pistes de ski, les stations, et ça leur coûte cher. Avoir 2 événements quelque part, un petit peu. Donc en 2020, j'ai développé, parce que quand on développe une discipline, il faut aussi développer la partie technologique. Bien sûr. Donc j'ai rencontré une société
française qui s'appelle Valgrip qui travaille dans la frappe à froid. La frappe à froid, parce que moi, je développe des clous de 6, 8, 10 mm. Laisser les pilotes au choix de choisir. Exactement. Sans clous, c'est possible de descendre en vélo, bien sûr, mais on fait pas de la performance. Sauf sur une neige qui est damée la veille par une dameuse, quoi. Okay. Là, on parle d'une neige plus dure pour la compétition. Oh, c'est un peu essentiel, sinon ça reste très dangereux. Les 3 kits aujourd'hui sont développés. Je les ai testés pendant 2 ans, on va dire grâce au Covid, on peut voir les bons côtés des choses. Oui, bien sûr. Et puis derrière, maintenant, ça c'est en place. Donc la discipline, elle est posée. Ça fait le 2e championnat de France qu'on fait. Maintenant, Lucie a lancé un championnat du monde au gel le week-end prochain, mais à mon avis, je pense que c'est un peu trop tôt parce que ça n'a pas vraiment de sens pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une nation qui fait du vélo sur neige, c'est la France. Ouais. Faire un championnat du monde, ça veut dire que c'est pas génial quelque part. Parce que concrètement, on retrouve les mêmes athlètes que justement le week-end dernier. Les athlètes français à 50%, voire 60%. Après, ils ont pris des athlètes qui font du VTT été, mais qui vont s'exprimer un peu sur neige à l'étranger pour faire un peu une vision internationale. Mais je pense que c'est une erreur, c'est un peu trop tôt. Ok. Justement, dans le découlé, c'était une suite logique de faire des championnats de France une fois que la discipline était posée. C'était important quand même de faire un rendez-vous annuel maintenant. Faire par exemple, y appeler comme pour une marque on va dire Snowbike, Grand Lake, Snowbike par exemple, tu vois, un tournoi comme ça, un tour de 4 événements, c'est bien, mais aujourd'hui les jeunes ils sont attirés par les trophées, par être champion de France. Okay. Donc rentrer dans une institut fédéral, c'est important. Okay. Ça donne du crédit à tout ça. En plus, il y a un soutien derrière en termes d'assurance et tout. Donc faut aussi regarder les deux choses. Mais c'est possible que on peut faire des Snowbike Cup hors fédération, c'est possible aussi, bien sûr. Ok, il y a un vrai soutien, un vrai appui de la Fédération française de cyclisme. Il y a une vision olympique de cette discipline. Ouais. Pour la bonne et simple présence, avec l'UCI, j'aurais apporté quelque chose sur un plateau. L'UCI n'a pas représenté l'hiver nulle part. Et avec cette discipline, il serait représenté quelque part et ça les intéresse. Et on sait aujourd'hui que quand une discipline devient olympique, c'est le jackpot. Ouais, pour l'institution. Donc ils sont dessus. Ok. Oui, donc ça les intéresse et c'est pour ça que justement, là, la semaine qui vient, ces championnats du monde ont lieu. Et si on parle du niveau intrinsèque de ce qu'on a pu voir le week-end dernier sur ces championnats de France, c'est quoi ton regard un petit peu sur justement le niveau des pilotes Au niveau des pilotes, on avait quand même quelques pilotes qui viennent de la Coupe du Monde de l'essence l'été. Donc il y a déjà du haut niveau, il y a déjà du bon niveau. Ce qui est intéressant quand tu crées une discipline, c'est que tu as à la fois les amateurs et les hauts niveaux qui se mélangent. Et ça, c'est génial. Donc il y a la partie open, les gens qui sont non licenciés, et la partie licenciée, là, ça envoie du gros, quoi. C'est clair. Mais ça va vite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une discipline fun. C'est-à-dire que tu arrives en bas, tu as le sourire, tu as qu'une envie, c'est de remonter. Ouais, bien sûr. La chute n'est pas dangereuse, c'est vraiment incroyable. Ton vélo n'est pas sale. Il y a plein d'avantages. Ah, mais c'est clair. Quel point d'amélioration, justement, il y en a beaucoup. Voilà. En fait, j'ai l'expertise de 20 ans Bien sûr. Je roule tous les hivers en vélo sur neige. Et j'ai l'expertise, en plus, j'ai l'expertise de l'aérodynamique. À partir de 60 km/h, l'aérodynamique, elle est importante. Donc l'été, on n'en parle pas trop parce que c'est pas très important. Mais là, au-dessus de 60, à mon avis, l'aérodynamisme va jouer son rôle. Donc avoir une expertise autour de ça, c'est important et je peux leur apporter pas mal de choses aux jeunes là-dessus. Parce qu'on voit justement dans vos vidéos de record du monde que vous avez notamment des tenues extrêmement adaptées à ces hautes vitesses pour maximiser la performance. On pourrait voir arriver ce genre de choses. Stabiliser aussi. Oui, mais pas des ailerons pas aussi grands, mais quelque chose qui permette dans les petits shoots, on va dire, les petits shoots, d'avoir une position et de gagner quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde. Oui, c'est possible en tout cas. Par la tenue, la tenue, si c'est étanche à l'air, bien sûr, faut pas, c'est interdit, mais porosité pas trop poreuse, et derrière des ailerons bien placés par rapport à la position du pilote, c'est intéressant. Il y a tout à faire. C'est un peu comme quand on crée on va pas vendre des produits, on va pas vendre des maillots de foot ou des ballons de foot s'il n'y a pas de terrain. Bien sûr. On va d'abord créer donc les terrains. Donc pour l'instant, on en est à créer les terrains de jeu et après, ça va se développer avec les produits. Et en termes de sponsoring, est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu des marques? Est-ce qu'aujourd'hui, notamment les marques de vélo, les constructeurs historiques, regardent comment le Pour l'instant, ils regardent. Ces gens-là, ils se mouillent pas pour l'instant, mais ils ont raison. En plus, c'est une entreprise qui gère. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'ils devraient y aller parce qu'il y a une image, c'est très spectaculaire et dès que ça va être télévisé, ça va être pas mal. Il y a peut-être potentiellement aussi Red Bull qui pourrait jeter un œil là-dessus. Parce que c'est pas extrême, mais bon, c'est différent, c'est la compétition. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Red Bull s'occupe aujourd'hui même des sports mainstream comme le ski alpin et tout ça. On est quand même sur le premier sport mécanique d'hiver.
C'est clair que c'est ce que j'allais dire. Quand on parle d'aileron, on aura littéralement des humains qui seront un peu comme à l'état de machine quand ils porteront ce genre d'équipement. Oui, toi, c'est vachement Darvador, toi, comme garçon. Ah, mais non, mais je sais pas, j'ai l'image d'une Formule 1 et en fait, ce sera l'humain qui va porter la combinaison qui va lui permettre comme ça de fuser et puis de tenir la piste. Surtout, on a tous une position différente, donc il y a quelque chose à. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire, franchement. Faut aller doucement, c'est tout. Faut pas aller trop vite. En fait, aujourd'hui, c'est démocratisé en France. Avoir des stations de ski qui nous acceptent au moins sur une journée, bloquer une piste une journée, ce qui est pas facile, voire deux. Au moins le matin de bonne heure jusqu'à 13h, 13-14h, que la neige après, elle ramollit trop, ça dépend les secteurs, si elles sont exposées sud ou pas. Mais c'est là-dessus qu'il faut capitaliser maintenant, c'est séduire les stations avec des événements à la journée pour pas trop bloquer les pistes. Un événement par an dans 3, 4 ou 4, 5 stations en France pour drainer 40-50 pilotes dans chaque région et derrière faire un championnat regroupant tous, quoi. C'est là-dedans qu'il faut aller, je pense, mais c'est mon avis personnel. Oui, bien sûr. Aussi... en tant qu'expert. Hein. Ah, bah, c'est clair. Bah, de toute façon, le palmarès et puis les années parlent pour vous. Il y a une vraie quand même entente et un dialogue à entamer aussi avec le ski, j'imagine, pour pouvoir partager. Moi, je pense qu'il faut mutualiser avec le ski. Il faut aller voir la Fédération française de ski parce que eux, ils ont un programme défini bien 8 mois, un an à l'avance sous leur compétition. On n'en ferait pas tant que le ski, mais si on peut prendre 4-5 sites où ils sont, où une piste de descente en VTT irait, où la piste irait pour le vélo, ben on propose après à la station de ski qu'à l'événement ski, un événement vélo derrière, et une préparation de piste, ça coûte un minimum 150 000 euros pour une grosse compétition. Alors, là, ils mutualiseraient 2 événements en un, ce serait à la fois économique, mais aussi écologique, parce que quelque part aujourd'hui, il faut aussi dire que on peut pas faire 15 Coupes du Monde, quoi, comme en ski, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, sur les 15 Coupes du Monde de ski de la FIS, il y a 5 qui sont annulées chaque année. Aujourd'hui, il faut être plus sage et puis respecter un peu les engagements de chacun. Donc, diminuer, mais on peut faire de la qualité pareil en faisant moins de volume. D'accord. Pour terminer sur cette compétition, ce serait quoi ton conseil à l'UCI aujourd'hui pour bien faire les choses et se développer dans le bon sens? Je vais pas te leur donner mes idées, par contre, je suis prêt à travailler avec eux. Ok. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Pour finir, et on parle un petit peu, je sais pas si tu as des projets qui vont arriver en dehors de cette vidéo qui sort bientôt sur ta chaîne YouTube. Oui, les projets après, je travaille beaucoup dans la santé et par la prévention, ce qui est un paradoxe dans un sport extrême, mais j'ai travaillé depuis 3 ans avec le docteur en immunologie, en cancérologie, sur un modèle de mode de vie. C'est plutôt une discipline de vie qu'il faut s'accorder au quotidien si on veut se garantir des bonnes années le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire et comment faire. On fait de l'activité physique, mais on ne fait pas de la préparation physique parce que la préparation physique, c'est un terme réservé au sport de haut niveau ou au sport de club. Mais la préparation physique de la vie, ça n'existe pas. C'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Mais je peux pas trop en dire plus pour l'instant, en fait. Mais elle vient d'où simplement cette réflexion? Elle vient sur la réflexion de mon accident et ma reconstruction, où j'ai mis 6 ans à me reconstruire en tant que préparateur physique. J'ai compris qu'on avait un gros potentiel, mais qu'on ne savait pas trop l'utiliser, je pense. Et je vois aujourd'hui, moi j'ai plus de 63 ans, j'ai fait la compétition, j'ai fait ouvreur ce week-end, j'ai fait 8e, j'ai fait un temps 8e en fait. Je m'entraîne jamais, je suis bien dans les baskets et je fais sur moi ce que j'applique sur les autres aussi. Donc je coach 2-3 personnes depuis longtemps et qui sur l'approche méthodique que je pourrais avoir. En fait, j'ai rien inventé. Encore une fois, on n'invente rien, on s'inspire, on fait des recettes. C'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis immergé dans une dizaine de disciplines en comprenant leur philosophie. Une pour la pliométrie, une pour l'explosivité et autres. Et j'ai fait un mélange de tout ça, une recette pour l'adapter au commun des mortels. On sent vraiment que c'est important pour toi la transmission de ton savoir et de ton expérience. Oui, parce que si on vient sur Terre sans partager, à quoi bon? Bah écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est une superbe citation. Merci beaucoup, Eric, d'être passé nous voir. Et j'espère en tout cas que on pourra te retrouver encore une fois sur d'autres championnats et surtout sur ta chaîne YouTube pour voir de beaux projets et de belles images. Et puis tu reviens quand tu veux pour nous parler de l'actualité de Snowbike. C'est super sympa, merci. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'être passé. On va faire une petite pause musicale. On va se reposer un petit peu. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac.
De retour sur les antennes de Radio Grand Lac, toujours pour l'émission 9-2-1 Partez. On vient de se quitter avec Eric Baron pour un moment de VTT et de snowbike super, vraiment. On a pu apprendre plein de choses et puis, comme vous voyez, la discipline est vraiment en train de grimper et il y a de belles choses qui arrivent à l'avenir. Je sais pas ce que t'en penses, Justine, mais c'était super intéressant. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Ça permet de découvrir des choses dont on parle très peu, des sports. C'est nouveau, c'est ça qui est bien. Ouais, surtout. c'est ça, Et vraiment puis, très très bien. Exactement, si on peut y retrouver à l'avenir au JO ou ce genre de choses, en tout cas, c'est ici que vous l'aurez entendu. Parmi les premières fois, on accueille Driss qui nous rejoint sur le plateau. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous, tout va bien. Beau premier passage, vraiment très intéressant. On a toujours de toute façon des invités très passionnés, donc c'était vraiment très cool. Passionné, c'est le mot, effectivement. Là, on a senti l'expérience et les années d'un super parcours qui ont parlé. Et on va poursuivre tout de suite de cette belle émission avec le fameux projet de voile qui est tourné autour de 5 jeunes de la ligne Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en parler, on accueille avec nous Esteban Gros-Denis du CNVA, Club Nautique Voile d'Aix-les-Bains. Comment tu vas, Esteban ? Ça va très bien, et toi ? Très très bien, écoute, je ne le cache pas, on se connaît déjà un petit peu, j'ai déjà travaillé au CNVA l'année dernière, donc ça m'est pas totalement inconnu ces problématiques autour de la voile. Et donc, parle-nous un petit peu de ce projet, de quoi il consiste, qu'est-ce que c'est exactement que cette recherche de fond que vous faites, voilà, notamment avec le club de voile. Alors, ce projet, tout d'abord, c'est un projet qui a été fondé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, afin de pousser les jeunes entre 18 et 25 ans à naviguer. C'est-à-dire que dans la voile, on a beaucoup de clubs qui poussent la pratique de la voile en compétition pour les jeunes qui ont entre 7-8 ans jusqu'à en fait 18 ans. Et après ce passage, en fait, la fin du lycée, le passage dans les études supérieures, c'est très souvent que les jeunes arrêtent de faire de la voile parce que les emplois du temps ne concordent pas, parce que il y a un changement de bateau qui s'impose en fait par l'âge, et c'est une transition qui est très dure à passer sans avoir les contacts, sans avoir de l'aide. Et justement, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en fait a monté un projet J70, donc c'est un bateau qui fait 7 mètres de long avec un équipage composé de 4 ou 5 personnes, dans le but justement de favoriser en fait la navigation auprès des jeunes. Donc c'est un projet qui est ouvert aux compétiteurs entre 18 et 25 ans, qui va permettre de les pousser sur des régates régionales, nationales, quelquefois internationales. Donc voilà, c'est un projet qui vise à démocratiser en fait la compétition auprès du plus grand nombre possible. Ok, parce que justement là, pour le coup, vous êtes 5. Il y a notamment Matt Mallet, Manon Boucaud, Armand Driss, Loïc Chelson et toi, Esteban, qui participaient à ce projet. À quoi il va servir ce bateau justement ? Alors, ce bateau, il a été mis à disposition il y a maintenant 4 ans qu'il est dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu plusieurs changements d'équipage. Cette année, c'est une année là où on a décidé de se mettre à fond dans le projet, c'est-à-dire de faire beaucoup d'entraînement, de vraiment apporter un côté un peu plus sérieux, un peu plus organisé au projet, notamment en faisant plus de déplacements, parce que naviguer sur nos lacs de la région qui sont magnifiques, mais au niveau de l'affrontement, des compétitions et tout ça, ça reste un endroit qui est très vite limitant. Donc le but c'est d'organiser des compétitions dans le sud. Ouais, en mer et dans l'océan, forcément, ça fait plus de niveau. Exactement, aller rencontrer un peu des gens d'ailleurs, d'autres plans d'eau pour se confronter et ainsi progresser. Et du coup, c'est le but du projet cette année, d'approfondir en fait une idée qui a été lancée il y a maintenant 4 ou 5 ans, de vraiment amener ce bateau en compétition et de vraiment arriver à faire un beau projet qui pousse la voile auprès des jeunes. Pour ta part, est-ce que tu avais déjà navigué comme ça dans une équipe de 5 ou est-ce que c'était plutôt une première ? Alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance en fait à Aix-les-Bains, c'est-à-dire que ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais de la voile en compétition. Et à force de traîner sur les parkings du club de voile, j'ai rencontré beaucoup d'adhérents qui sont souvent propriétaires de plus gros bateaux justement, qui m'ont proposé d'aller faire quelques compétitions sur le lac d'Aix-les-Bains, sur le lac d'Annecy, et du coup qui m'ont donné envie en fait de
de passer sur des bateaux un peu plus gros, de changer de petit optimiste, des petits bateaux solitaires, des rivers qui font 4 mètres de long, et de passer sur des bateaux un peu plus gros, là où il y a un peu plus de monde, 4, 5 personnes. Et donc moi, c'est une expérience qui est nouvelle pour moi dans le sens où habituellement, c'était ponctuel. C'est-à-dire que j'arrivais un samedi matin et je demandais s'il y avait de la place sur un bateau. Ouais. Donc j'ai beaucoup navigué comme ça, en changeant beaucoup d'équipage, en changeant beaucoup de bateaux. Mais c'est vraiment la première année là où je navigue que sur un bateau et que je me concentre en fait sur ce projet-là. Et alors comment ça se passe justement dans votre groupe de 5 ? Vous vous êtes rencontrés comment et comment c'est un peu l'ambiance entre vous depuis que vous êtes sur ce projet-là ? Alors on se connaissait tous d'avant. D'accord. C'est-à-dire qu'on est tous des jeunes qui sont issus de la région, entre Charavine, Annecy, le Lac-Léman, Thonon et Aix, et un peu Lyon aussi. Et du coup, en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on faisait des déplacements, qu'on se croisait sur les régates, mais on n'avait jamais navigué ensemble. Et là, c'est en août dernier, là où l'équipage tel qu'il est actuellement s'est formé pour aller participer au championnat de France à La Rochelle. Donc du coup, depuis le mois d'août, on navigue ensemble. L'entente est géniale parce qu'on est tous motivés, on est tous compétiteurs dans l'âme et on a tous la même envie de progresser. Mmh. Donc déjà au sein d'un équipage, c'est déjà génial à partir du moment où on s'entend et que tout le monde a le même objectif et la même façon de penser. C'est déjà génial. Bah justement, raconte-nous un petit peu, c'est quoi votre prochaine échéance ? Là, vous vous préparez pour quoi, par exemple, en ce moment ? Alors là, pour l'instant, notre prochaine échéance, ce sera la Primo Cup, donc une assez grosse compétition à Monaco du 7 au 10 mars. Mmh. Donc, ce sera pas forcément une régate, là, on ira chercher des résultats. C'est vraiment naviguer avec du monde, naviguer avec des gens compétitifs afin d'engranger d'expérience. Se tester. C'est ça, exactement, voir où on en est. Et notre gros objectif de la saison, ça va être justement le championnat de France qui est encore à La Rochelle cette année. Mmh. Parce que l'année dernière, on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que on venait de former l'équipage, on avait très peu navigué ensemble. Donc le championnat de France a été très instructif, mais peut-être arrivé un tout petit peu trop tôt. Donc là, notre objectif, c'est vraiment avec 1 an de préparation en plus, de pouvoir se dire qu'on y va, on est en pleine capacité et on va essayer d'aller chercher du résultat sur ce championnat de France. Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Raconte-nous un peu avec tes mots ce qui fait que cette année, tu penses que vous serez mieux préparés justement ? Ce qui change beaucoup, c'est la coordination dans l'équipage. Les automatismes ? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que à 5 sur un bateau, il faut que tout le monde soit coordonné, tout le monde fasse la bonne chose au bon moment. Ce que je me demandais justement, qu'est-ce que ça rend en fait, qu'est-ce que ça donne quand on est 5 à naviguer sur un bateau ? C'est quoi un peu le fonctionnement de tout ça ? Alors, c'est à la fois très rapide et très lent. C'est-à-dire que comparé à un bateau, là on est tout seul. Mmh. Quand on est tout seul à réfléchir dans sa tête et à réfléchir à ses mouvements, on peut être très rapide tout de suite. C'est-à-dire que nos mouvements vont être rapides, efficaces et voilà. Mais on arrive vite à une limite dans le sens où on peut pas tout faire tout seul. On met des priorités, on va faire ça d'abord et ensuite ceci et ainsi de suite. Oui, t'as pas 35 bras donc forcément. Voilà, c'est ça, on a que 2 mains donc on met des priorités. Okay. L'avantage en équipage d'être 4 ou 5, c'est que on peut justement faire plusieurs choses en même temps. Donc c'est-à-dire que le bateau en fait, on peut vraiment le manier à la perfection. Si tout le monde est coordonné ensemble, on peut vraiment pousser le bateau à la limite. Et c'est très satisfaisant parce qu'on arrive à extraire la pleine performance du bateau, chose qui est, quand on navigue en équipage réduit, est beaucoup plus compliquée. D'accord. Et raconte-toi un petit peu, qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau justement ? Tu pourrais nous le décrire un petit peu ? Le fait que ce soit un habitable, qu'est-ce que ça change justement ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, d'habitable, il a d'habitable que le nom, c'est-à-dire que normalement, un habitable, c'est un bateau qui est assez grand, avec une cabine où on peut potentiellement dormir. Mmh. Là,
cette philosophie était poussée à l'extrême dans le sens où on n'a quasiment pas de place à l'intérieur, tout est vidé, tout est allégé au maximum. Le bateau est très rigide, très raide. On trouve dessus un mât carbone, par exemple. Donc, qui est très léger, très raide. C'est vraiment un bateau de compétition qui est vraiment, alors, très peu polyvalent. C'est-à-dire que pour faire de la balade à la journée, il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas agréable à naviguer à la journée en pique-nique, quoi. Ouais, bien sûr. Par contre, il est efficace. Par contre, en compétition, c'est un bateau qui est très vivant, en fait. On sent tout ce qui se passe. Et à barrer, à naviguer dessus, c'est vraiment un bonheur. Ouais, justement, en termes de sensations, qu'est-ce qu'on ressent une fois que tout se coordonne bien, que chaque élément est à sa place et que tout fonctionne dans le même sens? C'est une sensation qui est assez difficile à décrire, dans le sens où on est plongé dans notre action personnelle, mais à la fois on sent que le bateau il vit. Une conscience collective. C'est ça, exactement. En fait, c'est que quand on fait une action, on sent que le bateau il fonctionne et que c'est pas justement que grâce à nous, que c'est grâce à tout l'équipage. Et le fait de relever la tête une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire et de voir que tout s'est bien passé, que les voiles sont sorties comme il faut, que le bateau il avance et tout ça, c'est vraiment, c'est un peu jouissif parce que on sent qu'on extrait vraiment la pleine performance du bateau et c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment une communication, j'imagine, qui est très présente aussi sur le bateau ou... Oui. Si, quand même. Oui. On se parle beaucoup. Arriver à coordonner 5 cerveaux et 10 mains, c'est compliqué. Faut beaucoup parler et voilà. Après, ça passe par plein de choses, des moments à terre, des moments de discussion. Là, on apprend à se connaître. On sait que justement telle personne réagit comme ça, telle personne réagit comme ça. Et le fait de se connaître en dehors du bateau, ça aide énormément à naviguer ensemble aussi. Parce que justement, vous êtes entraîné par quelqu'un ou vous travaillez juste tous les 5 ? Alors ça dépend en fait du format d'entraînement. C'est-à-dire que dans certains entraînements, dans certaines petites compétitions, on n'est que tous les 5. Donc l'avantage d'être 5 sur le bateau, c'est que chacun peut avoir un regard extérieur sur l'action de l'autre. D'accord. Donc on arrive à s'entraîner à 5 et à ressortir des points négatifs, des points travaillés, des points positifs. Ensuite, sur les grosses compétitions, on a souvent un entraîneur avec nous, donc Nicolas Choulet, qui est le référent de la Ligue. Et donc lui, il est sur un bateau moteur à côté, il observe un peu ce qu'on fait. Et il fait un peu le grand chef dans le sens où il voit nos erreurs beaucoup mieux que nous. Bien sûr. Il voit comment les autres bateaux naviguent pour nous dire, OK, sur un tel bateau, ça se passe plutôt comme ça, vous pouvez essayer de faire ça, etc. Donc ça dépend des compétitions, ça dépend de notre emploi du temps aussi, parce que bien sûr, il n'a pas qu'un bateau à gérer, mais sur les grosses compétitions, souvent on est accompagné. Ok. Justement, la prochaine compétition, voilà, les championnats de France, la compétition qui est votre objectif de la saison, je veux dire. L'objectif, clairement, après, il est sur quoi ? En dehors de performer, il y a un objectif de podium, de résultats plus haut, ou je sais pas. Alors, cette année, encore, on cherche vraiment, donc, au championnat de France, l'année dernière, on était 20 bateaux. Là, cette année, on veut vraiment entrer dans la première poule, donc dans les 10 premiers bateaux. C'est vraiment notre objectif. Donc, on sait que c'est atteignable. Ça va pas forcément être facile parce qu'en face, il y a des personnes qui naviguent beaucoup, qui naviguent sur des beaucoup plus gros bateaux, qui font des transatlantiques, des traversées de l'Atlantique, etc. Donc, on sait que en face, il y a des gens qui sont très compétents. Après, on a vu au dernier championnat de France l'année dernière qu'on arrivait à faire des manches très belles, qu'on arrivait vraiment à faire des belles actions, mais qu'il nous manquait de régularité. De constance. C'est ça. Ok. Donc on en a les capacités, on sait qu'on peut le faire, et du coup on se donne les moyens pour y arriver. Ok. Pour revenir plus généralement au projet... Excuse-moi, Driss, tu avais un petit truc à dire. Je voulais juste revenir sur la compétition que tu nous as parlé tout à l'heure à Monaco. Oui. Est-ce que c'est ce genre de compétition où vous allez sans attente, un peu moins de pression, un peu relâché, c'est là où vous progressez le plus et c'est là où vous voyez vos vraies capacités et améliorer un peu votre fluidité entre vous? Alors,
ça reste quand même une grosse compétition. Donc, c'est-à-dire qu'on y va sans objectif de résultat, mais on y va quand même avec le couteau entre les dents en disant on va essayer de faire de notre mieux et on y va quand même pour performer. Même si on n'a pas d'objectif de résultat, on essaye toujours de faire du mieux possible. Après, niveau progression, c'est sûr que ces compétitions-là, il y a plus de monde, des gens avec un meilleur niveau, on progresse beaucoup plus rapidement. C'est certain. Ça a été vérifié que faire des compétitions justement dans le sud avec plus de monde, on progresse mieux que faire des compétitions à Aix-les-Bains ou à Annecy, là où il y a 5 bateaux. D'accord. Parce que justement, là je reviens sur un truc, j'y repense, tu me parlais de transatlantique, ça te branche toi d'un jour de faire ce genre d'exploit hein, quand même, parce que oui. les personnes qui se lancent dans ce genre de défi, c'est quand même assez hallucinant. Bah franchement, ce serait potentiellement un de mes rêves, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire le départ de plusieurs compétitions justement transatlantiques, comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre. Et c'est vrai que voir ces marins, ces bateaux, se dire qu'ils partent pour vraiment une aventure en fait, ça donne envie, ça fait rêver bien sûr, et c'est vrai que vivre cette expérience humaine, ce serait un rêve pour moi, oui. Tu suis un petit peu l'Arkea Ultime qui est en ce moment ou pas? Alors récemment, je suis un peu ce qui se passe, mais de loin, je me suis pas penché réellement sur les positions et tout ça. Je sais qu'il y a eu quelques bateaux qui ont eu des problèmes techniques qui se sont arrêtés. Pas mal de problèmes techniques. Pour le coup, vu que j'en parle assez régulièrement au travail, effectivement, c'est quelque chose ils sont justement ces bateaux hyper fragiles. C'est des vrais prototypes, des Formule 1 des mers un peu, à l'image de ce qu'on fait à une autre échelle dans le SailGP. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Naviguer sur ce genre de bateau, ça doit quand même être quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça doit être très impressionnant dans le sens où le bateau est énorme. C'est des bateaux qui font plus de 30 mètres de long pour 20 mètres de large. C'est des bateaux gigantesques. À voir au port, c'est impressionnant. Et je pense que il y a une sensation de vitesse et un peu d'impuissance en se disant que le bateau est tellement grand et que nous, on est vraiment rien sur ce bateau. Ça doit être assez particulier, je pense, comme sensation. Et puis pour le coup, c'est solitaire. C'est ça. Ce genre d'épreuve, c'est ça qui est assez fou. Pour revenir au projet J70, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous, pour cette équipe, en termes de communication? C'est quoi les messages que vous souhaitez faire passer? Alors nous, on a notre objectif en fait, justement avec cette campagne de communication, ce serait à terme dans l'année ou dans les futures années d'arriver à trouver un sponsor, par exemple. Ouais. Ce serait vraiment quelque chose qui nous intéresserait beaucoup parce que ça nous permettrait justement de renouveler notre matériel qui est en très bon état, mais changer les voiles ça s'use très vite. Ouais, bien sûr. Très très vite. Pouvoir investir justement dans d'autres déplacements. Par exemple, l'année dernière, on s'était posé la question rapidement au mois d'octobre de faire les championnats d'Europe qui étaient en Angleterre. D'accord. Et ce qui nous a rebuté en fait en premier, ça a été le coût. Ouais. Parce que on partait sans le bateau, fallait louer le bateau là sur place. Et c'est vrai qu'avoir un sponsor ou une aide financière pourrait vraiment nous permettre de voir d'autres régates et de pousser en fait le projet vraiment plus loin. D'accord. Je pense que c'est en bonne voie. Il y a des bonnes chances. Vous avez déjà des contacts? On est en train justement, on a monté un dossier sponsoring. On est en train de faire nos demandes. On attend les retours. C'est toujours un peu compliqué d'arriver en présentant notre projet, mais présenter notre projet sur 5 diapositives, c'est toujours compliqué. Souvent, on n'a pas d'entretien. Souvent, on ne peut pas parler en fait à des personnes en face à face, donc c'est compliqué. Ils ne reçoivent pas, ouais. Okay. C'est compliqué, oui, d'expliquer l'essence même en fait du projet. Et tu m'as dit que ça faisait 5 ans, c'est ça que le projet a été lancé? Oui, en fait, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a acheté le bateau il me semble, il y a 4 ans ou 5 ans. Et la Ligue vous suit toujours autant sur ce projet? Oui, bien sûr. C'est elle qui nous fournit le bateau, c'est elle qui nous fournit les voiles. Okay. Elle investit vraiment dans le projet et elle essaye de nous pousser en fait au maximum. Après, c'est sûr que la Ligue, elle a déjà beaucoup investi dans le bateau. Elle peut pas soutenir les frais de déplacement et tout ça, donc c'est pour ça aussi qu'on cherche des financements.
Très bien. Bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Si, je vais faire mon petit instant promotion. Pas de souci. Fais donc. Non, c'était juste pour dire qu'on avait un Instagram. Ah oui, pour vous suivre. Oui. Donc, c'est équipage jeunesse Aura pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sur Instagram, on poste de temps en temps nos déplacements. On tient un peu un jour les régates qu'on fait. Et aussi sur le compte Instagram, du coup, vous pourrez retrouver. On a monté une cagnotte en ligne justement pour essayer de trouver un peu de financement pour financer notre belle année. Eh bien écoute, le message est passé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram d'équipage jeunesse Aura, un super projet de voile en tout cas, puis justement cette jeunesse qui a toujours l'envie de bien faire et Esteban en est la preuve, il nous a bien tenu en haleine et bien expliqué en tout cas l'essence de ce projet. Merci beaucoup d'être passé nous voir Esteban. Merci de m'avoir reçu. Et puis à l'occasion, voilà, reviens nous voir pour parler du CNVA ou pour avec plaisir. Du projet J70. Ça serait avec plaisir. Exactement, nous aussi. On va encore une fois se quitter, une petite pause musicale et puis on se retrouve après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour pour cette dernière partie de l'émission 9 de 1 partez. On va terminer tranquillement et comme d'habitude avec les chroniques et Justine qui va nous commencer et qui va nous parler un petit peu de hand, notamment avec les femmes et les Aixoises qui sont quand même sur des grosses performances dernièrement. Oui, tout à fait, c'est ça. Les femmes du handball club d'Aix en Savoie sont toujours deuxièmes du classement pré-national à 1 point de la filière, contre qui elles ont perdu 30-29 la semaine dernière. Elles vont jouer samedi, le 10 février à l'extérieur face au Pays Rochois en espérant qu'elles sortent gagnantes de ce match pour essayer de récupérer la première place de la compétition. Et leur prochain match à domicile, ce sera le 9 mars contre Montmélian. Il faudra donc un petit peu attendre pour aller soutenir nos Aixoises, mais on reste tous derrière elles et on leur souhaite un bon match samedi quand même pour essayer d'aller la chercher cette belle première place. Exactement, on leur souhaite que ça, de redevenir ou de repasser leader de leur championnat. Exactement. Tu voulais également nous parler de rugby. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, dimanche à 13h30 au stade de l'Hippodrome, donc à Aix-les-Bains, on pourra retrouver l'équipe réserve d'abord de rugby d'Aix-les-Bains face à Clermont à l'occasion des championnats de France d'excellence B, mais aussi à 15h15 où là nos Aixois joueront toujours face à Clermont, mais cette fois dans le cadre de la Fédérale 3. Lors du match aller, nos joueurs étaient sortis d'un match nul, mais depuis nos Aixois sont en forme puisqu'ils sont premiers du classement devant le Rugby Pays Saint-Jeannet. Donc on espère aussi conserver cette belle place parce que nos Aixois sont en forme en ce moment. C'est ce que j'allais dire, les Aixois sont complètement on fire, ils sont très très chauds et encore une fois la saison est loin d'être finie, mais tout ce qu'on leur souhaite c'est de garder cette belle dynamique. Pour finir, on va forcément parler de l'actualité exceptionnelle de biathlon avec le relais mixte. Quelle histoire! Ben oui, le relais mixte qui a ouvert hier les 59e championnats du monde de biathlon à Nové Mesto en République tchèque. Et nos Français ont une nouvelle fois brillé puisqu'ils sortent champions du monde. L'équipe composée de 3 Savoyards, Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Éric Perrault, et aussi Quentin Fillon bien sûr, finit devant les Norvégiens et les Suédois. Et on obtient cette première place notamment grâce à Julia Simon qui a été imperturbable au tir. Alors que Justine lui a magnifiquement passé le relais quand même avec 6 secondes d'avance, malgré son tour de pénalité. On grimpe donc tout en haut du podium pour la 3e fois en relais mix. C'est quand même une super performance qui nous ont fait voir hier quand même. Exactement, puis c'est les féminines qui donnent la victoire, c'est beau franchement. Julia Simon qui était pas très en forme cette saison, elle fait le boulot en relais mixte et c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime voir et les émotions encore une fois sont super belles.
je peux que vous conseiller d'aller voir les images de cette belle victoire. Et merci beaucoup, Justine. Avec plaisir. On passe à Driss qui va nous parler pour commencer qui va nous parler de foot. Évidemment. De foot avec Chambé, Annecy et Aix-les-Bains. Qu'est-ce que c'est un petit peu l'actualité de nos clubs locaux? Pour Chambéry, on est très contents. Ils enchaînent enfin 3e victoire de suite pour nos Chambériens. Donc voilà, une bonne spirale pour nos Chambériens. On en avait parlé il y a quelques semaines. Un peu l'élimination en Coupe de France peut faire mal, et au final, ils ont bien géré ça. C'est ce qu'on parlait. Ils ont réussi à prendre de l'expérience des autres années où l'élimination des fois est un peu compliquée, de reprendre le championnat, reprendre les habitudes. Et là, tout le contraire. Voilà, ils sont 3e avec 27 points, seulement à 5 points de Lyon-la-Duchère qui est premier. Voilà, donc une belle lutte pour la montée cette année en N3, pardon. Donc c'est de bonnes nouvelles pour eux. Le CSF marche très bien en 2024, donc c'est bon pour l'avenir, quoi. Exactement. Ensuite, on a le FC Annecy. Très belle victoire ce week-end qui va sûrement redonner un peu d'élan à cette équipe qui est vraiment en difficulté. Et ça nous avait vraiment plaisir. Une victoire avec la manière. 4-1 contre Guingamp. Aidé par un carton rouge dès la 19e minute. Donc ça a aidé. C'est un défenseur, Donatien Gomis de Guingamp, qui a provoqué une faute dans la surface. C'est un énétissement de but d'occasion. Du coup, ça a permis à Annecy de jouer à 11 contre 10 toute la rencontre. Et ça leur a permis de s'imposer 4-1. Donc vraiment une très belle victoire. Ça a redonné aussi de la confiance pour le secteur offensif d'Annecy qui est une des pires attaques de Ligue 2 malheureusement. Et voilà, ils se redonnent de l'air et se placent premier relégable. Exactement, le multiplex de Ligue 2, on a notamment eu un autre club de la Vallée qui monte sur le podium de la Ligue 2. Exactement. Simplement pour mentionner le GF38 qui est 3e de Ligue 2. Avec eux aussi une très belle victoire 5-1, donc nos clubs de la région marchent super bien en Ligue 2. Exactement. Malheureusement, un peu moins bon, c'est Aix, malheureusement, qui on pensait que la Coupe Laura aurait pu leur donner un nouvel élan pour relancer cette saison qui est vraiment très 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 dure. Malheureusement, ils se sont inclinés à la Murette 5-4 dans un match à rebondissement. Et une autre aussi défaite contre Neuville 1-0. On espère vraiment que ce mois de février sera le petit élan pour Aix-les-Bains, histoire de se sauver et de pas enchaîner 2 descentes de suite. Il faut sonner la révolte là, faut se réveiller. Exactement. Leur prochain match, c'est contre la réserve de Bourg-en-Bresse le 11 février. Donc on espère vraiment qu'il y aura un déclic, que les joueurs vont jouer malheureusement avec un peu moins de pression. Ce serait tout ce qu'on leur souhaite. Exactement. Un petit peu de basket, un mot d'Aix-Maurienne. Quelle est l'actualité du club aixois? Je voulais parler d'Aix-Maurienne parce qu'on a eu un événement au phare. C'était un match incroyable. Les Aixois étaient vraiment motivés avec un phare très au complet pratiquement. Super public. Malheureusement, ils ont été un peu surpris au retour de la mi-temps. Ils ont pris un plus 30, un plus 20 dans le 3e quart-temps, ce qui a un peu gâché la fête. Ils ont su revenir. J'ai bien aimé la réaction. Dans le 4e quart-temps, il leur impose un 26-18, ce qui leur permet de revenir à 4 points, mais de s'incliner quand même. Donc c'était une belle équipe de Vichy qui est 2e en de Pro B. Mais ça reste une réaction collective, la solidarité, et on espère qu'ils iront chercher d'autres matchs grâce à ce genre de réaction. C'est une équipe qui est pas forcément au mieux cette année, mais on peut espérer quelque chose de mieux dans cette suite de championnat. Ouais, au moins on a eu cette réaction d'orgueil et ça fait du bien à voir du côté d'Aix. Exactement. C'est tout c'est la mentalité qu'il faut garder un peu sur cette fin de saison. Un public pareil, c'est ce qu'il faut. Exactement. Un petit mot de hockey pour terminer avec nos éléphants de Chambéry. Exactement. Nos éléphants sont sur 7 victoires de suite. Donc un peu comme le foot, ils ont su gérer leur élimination en Coupe de France et eux avaient fait un très beau parcours en sortant en demi-finale. 7 victoires de suite, 6e au championnat, donc il faudra être prêt en mars pour les playoffs, et pourquoi pas créer la surprise et pourquoi pas monter en Ligue Magnus, ce serait plutôt cool pour nos Chambériens. Effectivement, avoir des matchs de Ligue Magnus ici près de chez nous, ça serait fou. Moi j'irai voir. Exactement. On aurait aussi un derby avec les Brûleurs de Loup si ça arrive, donc ce serait plutôt cool. Exactement, en tout cas les clubs régionaux se tireraient la bourre en Ligue Magnus. Exactement. Merci beaucoup, c'est tout bon. Un petit mot d'handball. Juste on a la reprise samedi, donc oui, c'est vrai. contre Créteil qui est 14e, donc ce serait
je pense un bon match pour commencer notre année 2024. Donc on est tous derrière nos Chambériens. Exactement. Allez, la team Chambé. Merci beaucoup, Driss. Merci beaucoup, Justine, également. Merci à Eric et merci à Esteban, nos invités du jour. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous pendant cette heure pour 9-2 Imparté. On se retrouve, comme d'habitude, dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.